Alors ce colloque est pertinent et intéressant à plusieurs titres, mais je vais dégager deux points essentiels. Il est question de biodiversité. Pendant des années et des années, la biodiversité a été perçue par le monde vigneron comme un système qui devait être extérieur au vignoble. Et lorsqu'on respectait cette biodiversité, c'était quand même dans des conditions de distance appréciables par rapport à la vigne. Aujourd'hui, il est question de réintroduire la biodiversité dans la vigne, avec des couverts végétaux, avec des arbres et toute la faune et la flore qui va avec. Marc-André Sellos nous a parlé aussi abondamment du monde souterrain, ce monde qui effectue tout le travail de prélèvement des solutions minérales et ce monde qui permet la transmission du message de la roche du sous-sol dans la baie et puis dans le vin. Donc ce colloque, je pense, va beaucoup questionner le monde vigneron, l'interpeller, lui donner des idées à approfondir. Et c'est une excellente chose parce que nous avons besoin impérativement que les vieux acquis soient un petit peu bousculés et que des interventions du type de celles que nous avons écoutées puissent non pas remettre en question, mais apporter des précisions fondamentales qui vont guider, et c'est ce qui est le plus important, le monde vigneron dans un avenir quasi immédiat. Outre le plaisir des plantations, j'ai encore celui des greffes. L'agriculture n'a rien trouvé de plus ingénieux. Voilà, c'est un conseil que Cicéron donnait à son ami Pompinius Atticus pour une retraite heureuse et paisible. Alors je vous avoue que j'ai hésité longtemps, miracle ou mirage. La réponse, je vais vous la donner tout de suite, comme ça, comme je suis encadré de conférenciers de haute qualité, vous allez voir, il y a du lourd derrière. S'il y en a qui veulent faire une petite sieste, c'est le moment. La réponse, c'est oui et non. Alors, la greffe, effectivement, peut être le chef-d'œuvre de l'agriculture, celle des géorgiques latins, mais ça peut être aussi un désastre, et notamment vis-à-vis de la biodiversité, pour faire le lien avec cette présentation. L'objet du colloque, en tout cas. Alors, je vais rapidement vous proposer, bon, vous connaissez tous plus ou moins, je me répète, les principes du greffage et ensuite ses qualités et avantages. Alors, comme je vois qu'il y a quelques redoublants dans la salle et que je risque de les lasser avec mes discours lancinants, je vais prendre une forme, un angle d'attaque un peu différent. Je ne vais pas opposer aujourd'hui les greffes mécaniques et les greffes manuelles, mais plutôt une bonne greffe et une mauvaise greffe. Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne greffe? Qu'est-ce qu'une mauvaise greffe? Alors, plus classiquement, je vous donnerai les conséquences, encore une fois, au regard de la perte de la biodiversité. Des explications, bien sûr, les explications que je peux donner à ces éléments. Et ensuite, parce que c'est quand même le miracle que j'ai élu, la greffe qualitative, à la fois pour la vigne et pour le vigneron. Il y a des formes qui sont particulièrement intéressantes, voilà, et qui nous permettent de nous dégager un petit peu des plans biodégradables que nous subissons aujourd'hui. À l'état naturel, la plante, vous savez, il y a quelques milliers d'années, le Vitis vinifera, la vigne, vivait à l'état sauvage dans les forêts caucasiennes et possiblement en Eurasie, à d'autres endroits. Elle poussait le long des cours d'eau vivifiants, grimpait le long des troncs d'arbres, puis galopait sur la canopée des forêts. Ça avait donné l'impression de voler là, sur ce feuillage. Les baies surmûries choyaient dans ces terres fertiles et se multipliaient. Les mammifères, les oiseaux, attirés par leur goût, les emportaient. Ils faisaient déjà la première sélection finalement végétative et innocemment pralinés les emportaient vers de nouveaux horizons. Alors, c'est l'Homo sapiens, quand il a décidé de se sédentariser, a voulu domestiquer la vigne. Et en termes humains, vous savez que domestiquer, ça veut dire asservir. Donc, regardez cette jolie plante. Ah, je me trompe de touche, pardon. Voilà.
On va y revenir. Je vais perdre mes 10 minutes. Secours. Il faut orienter vers... Voilà. Cette jolie souche-là, je remercie Christian Reboul, ici présent, d'avoir malencontreusement arraché cette souche avec son cheval. Vous voyez, un porte-greffe à l'état sauvage, l'état racinaire comme il est particulièrement développé. Voilà ce que ça doit donner une vigne à l'état naturel. Mais l'homme a décidé de domestiquer la vigne, donc il lui a coupé les ailes, il lui a coupé les racines, il l'a enfermé dans des enclos pour l'empêcher de s'égayer vers les cimes arborées. Les méthodes de multiplication les plus classiques, vous les connaissez, ça a été historiquement le bouturage, bien sûr, et le marcottage. Alors, la greffe était particulièrement peu utilisée puisque ces méthodes classiques de reproduction donnaient des plants tout à fait fidèles et irréprochables aux souches mères. Donc, on a très peu intérêt de surgreffer, de greffer en tout cas. Par contre, le greffage a connu son heure de gloire, je ne me trompe encore, avec voilà, la crise phylloxérique, vous le savez tous. Donc, quand il a fallu reconstituer le vignoble par greffage des vignes européennes sur des plants américains naturellement résistants, on a commencé à faire une sélection drastique du matériel. Toutes les premières générations de plants américains issus de semis étymologiquement, pépins, pépiniéristes, qui est née la profession de pépiniériste. Voilà. Toutes les variétés, si elles étaient résistantes la plupart du temps au phylloxéra, ne l'étaient pas à la chlorose calcaire. Donc on a commencé à réduire la biodiversité en éliminant celles qui se bouturaient mal, celles qui étaient mal adaptées, et puis surtout on gardait effectivement les variétés les plus utiles et les plus appétantes pour nous. On a tout reconstitué. Que s'est-il passé? On a commencé... Je m'excuse, hein, je ne suis pas très doué. Voilà. Que s'est-il passé? Pourquoi aujourd'hui en arrive-t-on? Alors il y a débat à avoir des vignes qui ne vivent que 25 ou 30 ans. Comptablement aujourd'hui, c'est 25 ans. Quand on a des cépages particulièrement sensibles aux maladies de dépérissement, aux maladies du bois, c'est 15 ans. Et on est heureux quand on a des vignes qui atteignent 15 ans. Donc il y a eu quand même plusieurs explications. La dégradation a commencé avec la sélection, bien entendu, et le greffage. Ce sont mes deux dadas, et c'est souvent concomitant. Alors, rapidement, quand on découpe un végétal, c'est-à-dire un demi-tronc ou un greffon, celui-ci prélevé à l'œil, on a schématiquement 5 couches, 5 tissus. Extérieurement l'écorce qui protège du végétal. On a à l'intérieur la moelle. On ne connaît pas trop l'utilité physiologique. Peut-être là, nos magnifiques chercheurs vont pouvoir nous répondre. Moi, j'ai tendance à dire, un petit peu provocateur, que la moelle est là pour aider les champignons à se développer dans le plant et leur permettre de dégrader les tissus ligneux morts. Il y a le xylème, effectivement, l'immense couche interne qui permet la conduction de sève brute. En périphérie, à l'extérieur, en numéro 2, le phlegme, qui redistribue la sève élaborée. Et entre les deux, imagez là en vert un peu plus foncé, c'est le cambium qui donne l'assise libéroligneuse, c'est-à-dire les assises génératrices du plant. Alors, le principe des greffes, pour avoir des jolies cales, comme c'est ici sur cette greffe mécanique ou celle-ci manuelle, le principe consiste à mettre en contact les tissus cambiaux du greffon et du porte-greffe sur la plus longue surface possible. Voilà, tout est dit. Gardez-le en tête parce que ça explique beaucoup de choses. Donc, je n'oppose pas greffe mécanique et manuelle, mais les bonnes et mauvaises greffes. Alors, la greffe enfante la plus traditionnelle, parce qu'elle était facile à réaliser, c'est celle-ci. On plantait le porte-greffe et on le greffait dessus, ou alors sur le schéma de gauche, on faisait ça sur table. Vous imaginez bien, les diamètres sont identiques, c'est calibré, donc on se donnait des greffes assez bien qualitatives, avec une belle vascularisation et assez peu de nécrose. Un petit peu moins sur le second schéma, mais ça reste quand même une petite blessure périphérique. Le problème, alors je sais que certains la pratiquent, moi je vous montre ces photos très volontiers, c'est pas ma greffe, j'ai relevé sur Internet. Voilà, moi j'ai du mal avec ce type de greffe parce que le contact reste périphérique 2 fois, mais on génère une immense nécrose interne. Alors quand on veut lutter contre les champignons du bois en générant une nécrose plus grosse que ce qu'on enlève un vieux tronc,
Je trouve ça assez surprenant. Donc une souche qui a tenu quand même une vingtaine d'années, qui n'est pas sensible à l'esca, bien entendu, sinon elle n'aurait pas été jusque-là. Vous voyez que tous les tissus sont nécrosés, il n'y a plus de courant de sève, donc c'est, même quand ça fonctionne, j'ai envie de dire, c'est une greffe qui n'est pas très durable. Greffe suivante, les anciens l'appelaient copulatio. Alors ne voyez là aucun érotisme. Copulatio, ça signifie simplement couple, donc c'était l'assortiment des deux éléments. Alors la greffe classique de Bizot, on les assortissait, on les ligaturait. Par contre, on a attribué cette greffe à Louis de Tottenham Hydros, au XVIIe siècle en Angleterre. Il a compliqué un peu la chose. Les Anglais aiment bien compliquer les choses, qu'à se référer au système impérial plutôt que système métrique ou aux règles du rugby, par exemple. Il y a une petite languette intérieure, voilà, qui permet de maintenir ensemble les deux éléments et qui lui donne un peu plus de solidité. Greffe très qualitative, particulièrement si on a bien assorti, on a calibré les diamètres des deux éléments. Moins qualitatif, je trouve, cette version qui est mécanique, alors dont le véritable nom historique est la greffe entrée de Jupiter, parce que vous avez là une espèce de zigzag qui donne l'impression d'un éclair. Voilà. Alors c'est une greffe qui est mécanisée, qui donne une coupe transversale qui déchire les tissus et qui génère la plupart du temps une nécrose interne, donc du bois mort à l'intérieur du végétal. Et ça, c'est absolument décisif, on va y revenir. Je vois que je suis déjà à 20 minutes, je pense qu'on m'a volé. Je vais prendre mon temps quand même. Pardon ? Ah, d'accord. Ouf. Les greffes à l'œil ou au bourgeon, alors emplastratio, décrite par Théophraste au IVe siècle avant Jésus-Christ, un disciple d'Aristote. Voilà, on appelle ça écussage en arboriculture. On incise l'écorce et on vient serrer le greffon dessous. Pour moi, c'est la meilleure des greffes parce que c'est la moins intrusive, on ne touche pas le bois. Donc si vous voulez avoir une réponse aux maladies du bois, c'est celle-ci, vous n'aurez jamais de nécrose avec ce type de greffe. L'autre variante que Virgile, au 1er siècle, définissait par inoculatio, c'est un petit copeau, on enlève une portion de bois et on vient la sortir. Alors, quand c'est bien assorti, c'est assez heureux, mais ce type de greffe, on peut aussi déconner. Là aussi, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. Vous voyez la zone de tissu dénudée, des nécroses qu'on génère à proximité du point de greffe. Donc ça donne quelque chose, même si ça fonctionne, de pas très durable. Donc voilà, encore une fois, quelle que soit la technique de greffage, c'est plutôt sa réalisation, c'est le greffeur qui fait la différence. Pareillement pour les greffes mécaniques, j'ai beaucoup tapé sur la greffe oméga, mais je suis obligé de reconnaître que parfois elle est qualitative. D'abord un bon assortiment des deux tissus. Par contre, elle a un petit défaut structurel, c'est qu'à l'intérieur, à l'emplacement de l'emplacement de l'emboîtement des deux fiches mâles et femelles, on n'est pas sur des coupes biseautées, donc on n'a pas une bonne vascularisation des tissus, donc on génère systématiquement des petites nécroses. Donc c'est pas gênant si on n'a pas affaire à des variétés qui sont appétantes pour les champignons du bois. Par contre, ça peut l'être dans le cas inverse. Par contre, la plupart du temps, les greffes sont faites de façon industrielle. Vous savez, on produit plusieurs milliers de plants par jour. Les diamètres sont rarement identiques, il y a des petites poches d'air à l'intérieur. Et je pense que si vous prenez au hasard, de façon randomisée, comme on dit, là, des plants dans votre vigne, des complants, ouvrez-les, regardez. Généralement, c'est la plupart du temps à moitié mort. C'est-à-dire que nos plants débutent leur existence avec un gros handicap. Alors les conséquences, bien sûr, c'est polyfactoriel, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je vais vous parler uniquement du végétal, sur la durée de vie des plants de vigne, l'augmentation des maladies et la perte de la biodiversité. Alors, je vous laisse lire ce commentaire de l'abbé Bosc dans une édition qui était publiée par l'abbé Rosier au début du XIXe siècle. Voilà. Il expliquait grosso modo que malgré une apparence de jeune tronc de 15 ou 20 ans, systématiquement, tel un serpent de mer, la vigne était marcotée,
et se reproduisaient tel un serpent de mer, des souches régulièrement, mais la souche mère avait 5 ou 600 ans d'âge. Donc non greffé, on a beaucoup perdu par rapport aux vignes sauvages sylvestris, en domestiquant la vigne, en la multipliant, on se donnait des vignes à peu près centenaires. Alors là, c'est les vignes Alberata en Campanie, près de Naples. La photo n'est pas très parlante parce qu'elle est lointaine. Donc des saules en tuteur, des arbres qui culminent à 10 ou 12 mètres, 6 francs de pied. On n'est pas dans des sables, donc peut-être des solutions au phylloxéra, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Des vignes en très haute arborescence, bien entendu, entre 200 et 250 ans d'âge. De l'autre côté, au nord-ouest de Naples, en Irpinia, chez mon amie Milena Pepe, alors un verger magnifique, où on trouve toutes sortes d'arbres fruitiers, et encore une fois, des vignes francs de pied, plus que centenaires. Alors Alain hier m'a un peu spolié parce que d'habitude quand je montre cette photo, tout le monde s'extasie dans la salle. Et dans ce cas-là, je prévois une photo bonus. Voilà, j'en montre une deuxième. Alors il y a le cépage Aglianico qui est le cépage phare de l'appellation là-bas en Irpinia. Feu di San Gregorio, le domaine le plus référent. Et on trouve des pommiers, des poiriers, des oliviers, des noyers et toutes sortes de choses. Je n'ai pas pu tout recenser. Alors, on est véritablement là dans un jardin d'Éden. Alors, je vous laisse regarder comme la vigne et les troncs s'enlacent amoureusement. Regardez la photo du dessous, on dirait pratiquement une greffe. Voilà. On est loin là, des mariages forcés de nos greffés soudés modernes. Alors, toujours sur la durée des vies des flancs de nos plants de vignes, des vignes contemporaines, vous en connaissez tous, qui sont complètement crevassées, nécrosées, mâchées. Elles ont été bousculées par toutes sortes de travaux. Elles ont connu la chimie, production intensive, la mécanisation, les tailles brutales. Je suis désolé, là on n'a pas respecté les flux de sève. Et pourtant elles sont toujours là, vivantes et productrices. Donc que s'est-il passé? Pour moi, le seul petit commun dénominateur, c'est que ces vignes-là, elles ont été greffées à la main et qualitativement par nos anciens. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, on a des vignes qui vivent 25 ans. La seule révolution que je trouve sur ces 40 dernières années, clonage, mécanisation de la greffe. Voilà. Les maladies d'apoplexie, foltage, esca, tout ce que vous voulez, on les connaît depuis l'Antiquité. Théophraste avait déjà décrit des symptômes tout à fait similaires, même si ce n'était pas sous le même nom. Aujourd'hui, on semble qu'il y a une recrudescence. Alors, on sait très bien que ce n'est pas grâce au traitement à l'arsénite, puisque des pays comme la Suisse ne l'ont jamais utilisé. Ils ont autant d'esca que nous. Donc, que s'est-il passé? Moi, je vous conseille de regarder l'été dans vos vignes. Alors, c'est pas très net sur la photo, c'est en Ribera del Duero. J'ai cherché une vigne à faible densité pour pouvoir avoir un peu de recul. Mais vous pouvez le faire chez vous en été, c'est simple. Dans les vieilles vignes, celles-ci ont 60 ans, ce sont les complants qui meurent pendant l'été, pendant la période caniculaire, au mois de juillet. Ce ne sont pas les vieilles vignes. Alors, j'ai entendu hier que le Trévalon était un des sponsors de Gébon, de l'association. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'ai été présenter la direction de Cheval Blanc à Trévalon avec leurs pépiniéristes. Après une dégustation mémorable, le regretté propriétaire Éloi nous a amenés dans la parcelle de vigne Cabernet Sauvignon, juste devant la cave. Et il se lamentait de la mortalité estivale qu'il y avait, c'était en 2016, je crois, période de canicule, dans sa parcelle. Et je lui dis, mais vous remarquez rien là autour de vous? Il n'y avait que les complants de moins de 30 ans qui dépérissaient au cœur de la parcelle. Les vignes sexagénaires n'avaient rien. Alors, explication, différence de conception. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au mode de production d'un plant de vigne. Voilà, je vous prie de m'excuser, mais la liste des sévices est tellement longue que je suis obligé de lire. Alors, les plants sont traités en vrac,
conditionnés en vrac, on roule dessus, on les piétine. Lorsque c'est le moment de la récolte, c'était ces temps-ci, on les sabre, on les arrache, on les transporte en vrac, on les amène en pépinière la plupart du temps. Maintenant, on les ébouillante, c'est-à-dire 45 minutes à 50 degrés. Alors un supplice digne d'Ivan le Terrible, même si lui avait une préférence pour le rôtissement. Je vous assure que c'est des doses presque létales, hein, et qu'il y a beaucoup de pertes. Ensuite, c'est pas suffisant, on les assourdit, c'est-à-dire qu'on les remet au frigo entre 2 et 5 degrés pendant quelques semaines. Au sortir du frigo, on les noie pour faire bonne mesure pendant 24 heures. On ne sait jamais, avec souvent un désinfectant de synthèse. Ensuite, les greffons sont dépiécés. On utilise des machines qu'on appelle des éborgneuses, tout un programme, ou ébourchonneuses, c'est-à-dire qu'à cadence d'1 ou 2 km/h, on supprime toutes les repousses, les vrilles, les bourgeons, et on appelle toutes ces opérations là, le chicotage. On va alors procéder aux noces forcées des 2 éléments, parce qu'ils n'ont rien demandé, les pauvres. Donc il y a une espèce de guillotine qu'on appelle la greffeuse, la plupart du temps elle est en oméga, qui vous décapite littéralement les 2 éléments, et ensuite elle les assemble, ou alors on assemble ça à la main. Pour faire bonne mesure, on les paraffine, c'est-à-dire dans de la cire à 60 degrés. Ensuite, on les encaque dans des bacs de stratification pour forcer la soudure, c'est-à-dire qu'on les met au chaud, bien entassés, couverts, et sans lumière, bien entendu, dans un milieu humide. Comme le contexte est difficile, on est obligé de les désinfecter, chimiquement, généralement. On écarte au sortir de la chambre froide tous les éléments défectueux. Souvent, au reparaffinage, on ne sait jamais, même si les pouces sont légèrement... Les plants ont légèrement poussé, ils ont cicatrisé, mis une petite pousse. On remet ça quand même la tête dans de l'eau chaude. Ensuite, on les met en terre pour les forcer ou en serre, pour les contraindre à raciner. Ensuite, on les arrache en fin de saison avec des lames vibrantes. Ceux qui ont survécu, on les taille, on les ligote, on les met en chambre froide, on repasse quelques semaines, et ensuite on les expédie dans une terre d'exil où on va à nouveau leur couper les racines pour les réimplanter. Voilà comment débute l'existence suppliciée de nos plants de vigne. Donc ne vous étonnez pas s'ils ont des difficultés psychologiques, voire psychiatriques, à se développer. Alors, autre conséquence, vous savez ce que c'est que le géotropisme, c'est-à-dire l'angle d'implantation des racines par rapport à la verticale, c'est-à-dire à 180 degrés. Donc on sait que les racines pivots sont pratiquement verticales, mais c'est issu de semis. Les vignes francs de pied ont un géotropisme faible, c'est-à-dire une vingtaine de degrés, donc elles ont tendance plutôt à la verticalité, à l'enracinement profond. Et ensuite, les greffés soudés, eux, ont une tendance à un géotropisme faible, quel que soit ce qu'on vous enseigne dans les écoles. Moi, j'ai remarqué que les vignes greffées soudées avaient toute tendance à être traçantes et peu plongeantes. Vous avez là 2 modalités exactement identiques du même pépiniériste, même matériel, même année, un greffé soudé de sa production, et dans la ligne de césure de la même parcelle, un porte-greffe raciné qu'on a greffé donc en 3e année. Alors, je ne sais pas, le contraste n'est pas très bon, mais en résumé, il y a 3 fois plus de racines sur la modalité porte-greffe raciné que sur la modalité greffé soudé. Alors des conséquences peut-être sur la qualité des vins. J'ai envie de vous dire, cette modalité avec un enracinement supérieur résiste mieux aux maladies, en tout cas aux épisodes de sécheresse estivaux. Et donc s'adapte mieux, donne des vins plus équilibrés, sans doute plus goûteux. Alors, il y a une explication récente, peut-être, qui est non sensorielle et qui pourrait convaincre les plus réticents. C'est une étude sud-africaine qui a été produite récemment en mettant en comparaison des chenins de 7 ans et 40 ans. Séquençage génétique qui a démontré qu'entre les 2 individus, il y avait plus de 925 gènes qui s'exprimaient différemment entre la modalité âgée et la modalité récente. Et la plupart de ces gènes étaient impliqués dans les voies métaboliques de maturation, lors de la maturation des baies.
Donc là, peut-être quelque chose qui va contredire la simple analyse, va confirmer la simple analyse sensorielle. Sur le point de greffe, alors on revient là, bon, on est sur un oméga, hein, parce qu'elle est dominante sur le marché, cette petite nécrose interne. Je pense que les champignons sont là parce que c'est leur rôle, ils sont là dans la nature, ils sont partout présents, c'est pas forcément le vigneron qui contamine ses vignes. La blessure reste proportionnelle quand le plant vieillit. Donc, on garde la même proportion de bois mort. Lorsqu'on est sur un cépage qui est très sensible aux maladies du bois, on a très rapidement des phénomènes de mortalité. C'est le cas là sur ces Cabernet Sauvignon. A contrario, sur une greffe, j'ai envie de dire qualitative, vous pouvez voir quand il n'y a pas de nécrose, pas d'interruption des flux de sève. Là, on a le chicot du vieux tronc qui est resté présent. L'amadou est présent, donc certainement l'esca. Vivant en aérobie, on ne risque rien, il va sécher à l'air. Donc le flux de sève n'est pas interrompu. On se donne là des vignes qui peuvent être centenaires. Vous savez là, alors je prends l'exemple parce qu'il est toujours parlant, c'est Château d'Armaillac qui flanque et appartient à Mouton Rothschild. C'est une vigne qui a 60 ans. On l'a surgreffée en 87-88. Vous voyez, ça date un petit peu. C'est le Sauvignon blanc, cépage aujourd'hui le plus sensible aux maladies du bois. Au dernier recensement, j'avais moins d'1% d'esca sur une parcelle de 1500 pieds. Voilà. Explication assez intéressante. Autre point de fragilité, ce qu'on appelle pudiquement la fragilité génétique. Alors, on connaît l'exemple des Syrah dans notre région. Le litré, quand on lit, qu'est-ce que le dépérissement? Ça veut dire périr peu à peu, s'affaiblir graduellement. Voilà. Donc on est tous dépérissants, enfin je l'espère. C'est un superbe euphémisme qui signifie qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors dépérissement, une origine génétique, certainement une dégradation des tissus externes qui empêche la redistribution de la sève élaborée au niveau du phlegme, parce que les tissus sont dégradés à l'extérieur. Vous voyez que là, ce n'est pas l'intérieur du bois qui est particulièrement blessé par la greffe. Par contre, c'est une dégradation tissulaire externe. Donc voilà. Quand on est frappé de cette fragilité, les plants accumulent l'amidon dans le feuillage, on voit le rougissement, et finalement, on ne peut pas constituer de réserve, et en 2-3 ans, la vigne dépérit. Donc le problème, ce n'est pas les qualités intrinsèques du clone. Hein. Les clones, c'est des supermassales, donc il n'y a rien à dire sur leur valeur organoleptique. Enfin, le problème, c'est quand elles ont une fragilité, on les multiplie à l'infini et on ne laisse pas l'effet tampon de la biodiversité agir. Je prends toujours l'exemple de la floraison. Si elle a lieu là pendant une poignée de jours, au cœur du printemps, il pleut et il y a du vent. Comme toutes les souches fleurissent en même temps, eh ben, elles sont toutes frappées de coulures. Si par contre vous avez des micro-différences de floraison sur la parcelle, ben, il va y avoir un effet tampon des plants qui ne sont pas affectés parce qu'ils ne fleurissent pas au moment de la pluie. Donc voilà, et c'est un petit peu le même phénomène qui se passe. Et je pense au porte-greffe 161-49, aujourd'hui on veut éliminer comme un affreux, qui pourtant a fait ses preuves pendant plus de 100 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il est sensible à la thylose. La thylose, au lieu d'être des bulles d'air, comme dans le cas de l'esca, qui provoque la rupture des tissus, des vaisseaux, c'est des bulles de gomme. Mais finalement, le résultat est le même. Or, quand on cherche, ben, il n'y a plus de matériel disponible, il n'y a plus que 2 clones qui sont diffusés. Alors, pour peu que ces 2 clones soient fragiles, sensibles à la thylose, c'est l'entièreté du vignoble qui dépérit. D'où l'importance de la biodiversité intravariétale, bien sûr. Je continue. Alors là, c'est la page politique. Je vous laisse lire quand même ce petit commentaire de Lucien Daniel. Ça date de 1908 dans un ouvrage qui s'appelait « La preuve par la greffe ». C'est lisible au fond, vous voulez que je la... Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement d'actualité. Alors, je ne veux surtout pas polémiquer avec les personnes. C'est plutôt le système que j'aimerais faire changer. Sans doute, grâce à vous, on peut influer et agir. Je sais que aujourd'hui, le en même temps est politiquement correct.
c'est très à la mode. Mais dans le domaine scientifique, en même temps, ça ne tient pas la route, quoi. Donc on ne peut pas d'un côté dire que les clones ne sont pas plus impactés par le dépérissement, et de l'autre dire que le dépérissement, dans l'occurrence la Syrah, sont responsables du dépérissement. C'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas tout dire et son contraire. On sait quand même qui a le monopole de la sélection aujourd'hui en France. Hein, c'est l'institut officiel, plus une pépinière qui a des laboratoires qui lui permettent de participer, mais c'est assez récent, ça fait une poignée d'années. Donc le problème, c'est des gens merveilleux, extrêmement brillants, mais c'est cette politique de sélection systématique, drastique, avec un motif de sélection strictement sanitaire. À chaque fois, on nous réduit la biodiversité. Aujourd'hui, au motif d'avoir des plans sains et épurés vis-à-vis des maladies virales, qui sont d'ailleurs pas toujours dommageables, on nous oblige à arracher des vignes, en tout cas on ne peut plus planter des vignes issues de vieilles massales, et on nous oblige à planter des sélections clonales avec de moins en moins de biodiversité. Aujourd'hui, on a 10 cépages qui représentent 70% de l'encépagement, et au niveau des porte-greffes, c'est pas mieux, quoi, hein. Il y en a 32 en théorie, 10 sur le papier, 5 quand on appelle le pépiniériste, 2 ou 3, ça on le demande concrètement de nous servir, et finalement on n'est même pas sûr d'être servi du porte-greffe qu'on a réclamé. Donc voilà. Alors moi, pour avoir un peu ferraillé pendant quelques années sur l'impact de la greffe sur les phénomènes de dépérissement, je suis quand même satisfait de voir qu'on finit par reconnaître qu'elle a son rôle à jouer, effectivement. Alors je vous laisse apprécier quand même, c'est l'expression. C'est la sémantique, ça, hein, parce que bon, la première taille pour les francs de pied, je pense que vous êtes tous concernés. Voilà. Première taille pour les greffés soudés aussi. Donc c'est bien la greffe qui est généralisée, qui est responsable, qui est l'élément déclencheur de ces dépérissements. Encore une fois, faire une bonne greffe pourrait permettre d'éviter beaucoup de ces phénomènes de dépérissement. On a attendu 10 ans pour le reconnaître. Bon, il serait temps qu'on ne fasse pas la même chose avec les maladies du bois. Pour avoir un peu investigué au Chili, en Argentine, sur tous ces dépérissements, figurez-vous que là-bas, j'ai remarqué que les seules vignes de Syrah qui dépérissaient, c'était dans les domaines français et avec des clones français. On pourrait se poser la question, puisqu'on est la meilleure pépinière du monde. Alors, j'insiste quand même depuis 2008 sur aussi l'impact de la greffe sur les maladies du bois, sur l'ESCA. Alors, on nous reproche nos études qui n'ont pas été faites de façon méthodique et scientifique, c'est-à-dire qu'on a recensé des parcelles de 40 et 50 ans. Alors effectivement, à l'époque, les mégas n'existaient pas, on n'a pas pu mettre en comparaison des modalités identiques. Mais par contre, on a nos greffes modernes et les anciennes qui vont bien, et celles intermédiaires, malheureusement souvent mal greffées mécaniquement, qui démontrent que les maladies du bois sont en recrudescence. Au passage, je vous laisse apprécier quand même quel type de sponsor attire ce genre d'article. La pépinière, pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Alors, quels sont ces essais qu'on nous reproche, qui ont pourtant été validés puisque publiés dans une revue scientifique, qui aurait dû faire le buzz, mais qui a été blacklisté par toutes les revues grand public. 2013-2014, en s'appuyant sur une cellule de transfert de l'ISVV Bordeaux, Célitinov, on a recensé Cabernet Sauvignon et Mourvèdre, donc 2 des cépages les plus sensibles aux maladies du bois, à Bordeaux et ici dans le Grand Sud-Est, notamment à Châteauneuf-du-Pape, en fonction des modalités d'implantation. Greffe en oméga, greffe manuelle. En résumé, pratiquement 9% d'expression de l'ESCA sur les cépages très sensibles dans les versions mécaniques et moins d'1% sur toutes les versions manuelles. Et moins d'1%, ce n'est pas une moyenne, c'est toutes les modalités qui sont inférieures à 1%. Au moins, même si on n'est pas d'accord avec cette étude, parce qu'elle n'est pas scientifique, elle est faite par des paysans dans mon genre, ça devrait quand même ouvrir des pistes de recherche, et je crois qu'il faudrait insister un petit peu pour que les gens se mettent à travailler là-dessus un peu plus sérieusement. On m'a coupé la parole. Voilà. Donc là, effectivement, pour dire que ça a quand même une valeur scientifique, à l'instar des brevets, il faut publier dans des revues scientifiques. Donc moi, c'est pas comme Marc-André, c'est la première fois que je suis cité dans une
revue scientifique. Et en plus, il a fallu faire co-signer par des gens qui ont une certaine notoriété, sinon ça passait pas. Alors, après avoir critiqué quand même pas mal la greffe, je vais vous présenter très rapidement les greffes miraculeuses. Il y a quand même un certain intérêt. Bien entendu, la greffe en plein champ, on l'a évoqué. Le regreffage, alors ça, on l'a utilisé pour démontrer que le problème souvent de nos vignes venait du point de greffe. Donc celle-ci, cette jolie souche de Grenache qui vient de mon ami Guy Brichet, ici présent à Kéran, c'est mon ami et collaborateur, c'est son idée, on a regreffé sous des plants qui étaient en train de dépérir, c'était en 2005, 2006, la photo là a quelques années de plus, en 2012 je crois, elle a 10 ans de plus aujourd'hui. Simplement le vieux tronc est tombé, donc c'est pas parlant, je vous ai montré une souche en parfait état. Donc, moyen de supprimer ce petit problème, cette cassure. Donc, le regreffage, pour ça, est très utile. Vous avez dans la région, bien sûr, tous les regreffages qu'on a fait, notamment Château-Montredon, avec mes amis abeilles, où on a régénéré des plants de syrah qui dépérissaient, avec des clones, bien sûr, eux-mêmes très dépérissants. Voilà. Et là, c'est toujours dans la région, la famille Serguier, à Piolinc, Château-Simian, où c'est des sauvignons, donc on n'est pas en appellation, là, c'est des vins de pays. C'était une catastrophe de mortalité et en regreffant, voilà, il y a déjà 10 ans cette année, on a réussi à intercepter la mortalité. Donc le regreffage peut être miraculeux, ceci dit, c'est quand même très difficile à mettre en œuvre, pas toujours très commode. Autre greffage miraculeux, ça va aller vite, hein, je vous rassure, le surgreffage. Alors le surgreffage, à la différence du regreffage, on ne greffe pas sous le point de greffe, mais au-dessus. L'utilité, c'est la modification variétale, ou clonale, ou massale. Nous, depuis quelques années, on surgreffe de plus en plus, parmi les châteaux les plus réputés, je ne peux pas les citer tellement ils sont connus, mais on met des massales sur des clonales, et je vous promets qu'ils s'y retrouvent d'un point de vue qualitatif, quand on sait le coût d'une perte de récolte dans ces grands domaines. Pinot notamment. Voilà. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Ces châteaux font vert dans le Luberon. Donc la greffe d'origine, un premier surgreffage qui a été fait quelques années après, et un deuxième surgreffage quelques années un peu plus tard, parce que le cépage en place n'était pas à la mode ou mal adapté. Donc ça, c'est la magie du surgreffage. Alors d'un point de vue économique, c'est encore plus parlant. J'ai pris un exemple très basique et tout à fait actuel. Gewürztraminer en Alsace, il était payé 4 € le litre pour 80 hectolitres hectares il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est la chute catastrophique, il est trop sucré, trop alcooleux. Il ne vaut plus rien, il est payé 1,90 € pour 50 hecto-hectares, donc 55 ans. Donc, pas très intéressant. On est passé de 30 000 € de rentabilité à la parcelle à 10 000 €. Par contre, le crément est en plein boom en ce moment. On s'achète 2,50 € pour 80 hectolitres hectares. Donc, sachant que le surgreffage réalisé par le vigneron lui coûte une dizaine de milliers d'années, l'année même du greffage, on a remboursé sa restructuration. Et toutes les années suivantes, vous avez doublé la rentabilité de la parcelle. Donc ça, c'est un élément extrêmement méconnu du surgreffage. Et je vous laisse imaginer quelles proportions supérieures peuvent-elles être quand on valorise à la bouteille. Voilà, alors les solutions d'avenir, moi je ne vais pas vous proposer du curatif, regreffage, surgreffage, tout ça c'est difficile à mettre en œuvre. Par contre, si j'ai un conseil à donner, et il n'y a rien de nouveau, c'est revenez aux pratiques anciennes. Les anciens plantaient des porte-greffes racinées, bien enracinés, on les laisse s'établir, et ensuite on greffe dessus avec bonheur quand ils sont en place. Ouais, j'ai fait 2 rêves. J'aimerais que les institutions se mettent à travailler sérieusement sur le semis, parce que ça fait quand même 5 à 6 000 ans qu'on multiplie de façon végétative la vigne, et on ne régénère pas. Il faut du sexe.
Et aujourd'hui, on aurait besoin de nouvelles variétés de vignes. C'est le stade ultime, c'est ingrat comme travail, c'est pas rémunérateur, mais je crois que ça devrait être la priorité. Il y a quelques vignerons qui le font de leur côté, j'en fais partie. Et tant qu'on va être obligé de se passer de cette technique, ben, il faudrait peut-être travailler sur les francs de pied. Ça aussi, c'est une autre solution, même si c'est un degré intérieur. Quand on voit les conséquences de la greffe sur le plan de vigne, je crois qu'on pourrait solutionner des problèmes de pérennité, de qualité du vin, d'augmentation des maladies, des traitements, d'enracinement. Voilà. Mais tant qu'on est obligé de greffer, j'ai envie de vous dire, greffez bien plutôt que mal, quoi. Alors, je laisse la conclusion à Gustav Fuchs, parce que c'était un américaniste, c'est pas trop ma préférence, mais au moins, il a la carte blanche pour parler. Voilà ce qu'il disait, lui, déjà, il y a pratiquement 130 ans. Nous autres vignerons, petits propriétaires, faisons nos greffes et faisons-les nous-mêmes avec nos propres bois, nos propres greffons à nous et surmontés de nos greffons à nous. C'est le seul moyen de réunir une biodiversité. Je vous remercie.